Bienvenue à l'écoute du magazine Audio Alerte numéro 3 de mars 2019. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Prélèvement à la source et modulation du taux d'imposition. Calculé à partir des revenus 2017 déclarés en 2018, le taux d'imposition appliqué en janvier 2019 pour le prélèvement à la source ne prend pas en compte les dispositifs de déduction, réduction et crédit d'impôt auxquels les contribuables ont éventuellement souscrit en 2018. Certes, une régularisation interviendra en septembre 2019 suite à la déclaration des revenus 2018, avec potentiellement un remboursement du trop payé de janvier à août. Cela dit, les contribuables peuvent quand même agir directement sur leur taux 2019 par le biais d'une modulation. Mais seuls les dispositifs ayant un effet sur les revenus imposables pourront être pris en compte. En conséquence, pourront impliquer une modulation immédiate du taux de prélèvement les déductions d'impôts comme celles visant l'abondement d'un PERP préfonds, le versement d'une pension alimentaire ou encore l'investissement immobilier dans le cadre des dispositifs monuments historiques ou les déficits fonciers. Dans ce contexte, il faut rappeler qu'une modulation en ligne ne sera prise en compte par l'administration fiscale que dans un délai allant de 1 à 3 mois. Par contre, ne pourront pas impliquer de modulation les réductions d'impôts et les crédits d'impôt, par exemple les investissements en loi Malraux, Pinel ou Censi-Bouvard, la souscription de placements en Girardin industriel, la garde d'enfants ou l'emploi d'un salarié à domicile. Ces avantages étant exclus du calcul du taux de prélèvement, une régularisation avec éventuellement un remboursement du trop payé aura simplement lieu en septembre de l'année N+1. BNC, rémunération spécifique à la permanence des soins des médecins. Les rémunérations des médecins qui participent à la permanence des soins sont exonérées à condition qu'elles soient la contrepartie de la permanence effectuée, c'est-à-dire la rémunération de l'astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués. Par suite, les rémunérations perçues par les médecins qui participent à la permanence des soins au titre des autres actes facturés à leurs patients ne sont pas exonérées d'impôt sur le revenu, alors même qu'ils effectuent moins de 60 jours de permanence par an. Remboursement immédiat des crédits d'impôt pour les entreprises. Les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie en raison du mouvement des Gilets jaunes peuvent demander un remboursement anticipé de leur crédit d'impôt, par exemple la TVA ou le CICE, au titre de l'année 2018. Perte définitive de la filiale européenne d'une société intégrée. Deux décisions récentes de la Cour de justice de l'Union européenne ont conduit le tribunal administratif de Montreuil à admettre l'imputation des pertes définitives d'une filiale européenne sur le résultat d'ensemble d'un groupe intégré français. Et c'est heureux car la possibilité d'une telle imputation ne ressortait pas clairement de la jurisprudence du Conseil d'État. Dégrèvement d'impôts sort des intérêts moratoires. Les contribuables qui obtiennent un dégrèvement d'impôts à l'issue d'une procédure contentieuse ont droit à des intérêts moratoires. Pour le Conseil d'État, ces intérêts ont pour seul objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes et dont ils ne sont que l'accessoire. En conséquence, ces intérêts moratoires assis sur des impositions dégrévées doivent être soumis au même régime fiscal que ces dégrèvements.
Les intérêts moratoires sont donc imposables si les droits restitués le sont. Revenu foncier, intérêt d'une avance sur assurance vie. Le propriétaire d'un immeuble donné en location nue peut, pour la détermination de ses revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu, déduire les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés. Notez que le contribuable qui finance l'acquisition ou des travaux sur un immeuble locatif avec une avance sur un contrat d'assurance vie peut déduire les intérêts de cette avance de ses revenus fonciers, exactement comme s'il avait souscrit un emprunt bancaire. Loueur en meublé non professionnel. Un loueur en meublé non professionnel ayant déclaré à tort en revenu foncier les loyers perçus, imposés selon le régime micro-BIC suite à leur requalification en bénéfices industriels et commerciaux, ne peut pas opter pour un régime réel dans le délai de réclamation. CFE et concession de marque. La concession d'une marque constitue une activité professionnelle imposable à la CFE si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective pour cette activité de concession des moyens matériels et humains, ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré en tout ou partie en fonction de cette dernière. Pour l'application de ces critères, la détention par le propriétaire de marques de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de sociétés concessionnaires est regardée comme lui conférant le droit de participer à leur exploitation. De ce fait, la concession de marque à une filiale à 100% contre des redevances proportionnelles est imposable à la CFE. Retenez que le droit accordé au concédant de participer à l'exploitation du concessionnaire peut donc résulter non seulement des clauses du contrat, mais également de l'importance des liens capitalistiques entre les deux parties. Exonération de TVS des véhicules destinés à la vente ou à la location. Par une décision inédite, le Conseil d'État encadre strictement l'exonération de taxes sur les véhicules destinés à la vente. Sont taxables les véhicules lorsqu'ils sont prêtés à des journalistes ou des personnalités, et sont aussi taxables les véhicules donnés en location aux cadres à un tarif avantageux. Par contre, sont exonérés les véhicules prêtés à des commerciaux ayant pour mission la vente des véhicules. Paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement. L'administration a publié sur le site impôts.gouv.fr les taux d'intérêt applicables pour les demandes formulées en 2019. Le taux de base s'élève à 1,30%. Le taux réduit, spécifique aux transmissions d'entreprise, est de 0,40%. Contrôle fiscal et plus-value à long terme. Quelles sont les conséquences d'un contrôle fiscal sur le sort des plus-values à long terme ? Fin décembre 2018, le Conseil d'État a été amené à refuser le bénéfice du régime des plus-values à long terme à la suite de redressements opérés par l'administration dans deux situations bien différentes. Dans la première affaire, il a refusé à une société qui avait initialement imputé une plus-value à long terme sur son déficit de l'exercice le droit de soumettre cette plus-value au taux réduit des plus-values à long terme, le déficit ayant été annulé postérieurement par l'administration. Dans la seconde affaire, le Conseil d'État confirme que la constatation par l'administration d'une minoration délibérée du prix de cession de titres de participation par rapport à leur valeur vénale constitue, à concurrence de l'insuffisance de prix, une libéralité imposable dans les conditions de droit commun.
Celle-ci n'est pas susceptible de bénéficier du régime des plus-values professionnelles. Utilisation par le fisc des correspondances entre un avocat et son client. Les correspondances échangées entre un contribuable et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. Cela dit, lorsqu'elle prend connaissance de ces correspondances à l'occasion du contrôle du contribuable, l'administration fiscale peut les utiliser sous condition pour fonder en tout ou partie l'imposition supplémentaire mise à la charge de celui-ci. La condition est que le contribuable ait préalablement donné son accord à la levée du secret professionnel. À défaut d'accord préalable, la procédure est irrégulière et l'intéressé doit être déchargé de l'imposition supplémentaire. Une illustration. Au cours d'un contrôle, l'administration a pris connaissance d'une consultation juridique rédigée par l'avocat du contribuable. Ce dernier a alors immédiatement refusé toute prise de copie de cette consultation juridique et ne l'a plus présentée lors de la suite du contrôle. Le Conseil d'État a jugé que ces circonstances démontraient l'absence d'accord préalable du contribuable à la remise du document en cause et à son utilisation. Saisie de documents. En cas de saisie de documents utiles pour répondre à une demande de justification, l'administration doit accorder un délai de réponse complémentaire à compter de leur restitution, soit un délai égal au moins à la durée qui restait à courir à la date de la saisie. Actualité juridique du mois. Fixation de la rémunération d'un gérant de URL. Les statuts d'une URL qui prévoient que la rémunération du gérant est fixée par décision collective des associés sont respectés même si l'associé unique approuve ces rémunérations a posteriori. Autrement dit, si une décision de l'associé unique intervenue après la clôture de chaque exercice a approuvé ces rémunérations, il importe peu qu'elles aient été perçues avant la formalisation des décisions par l'associé unique, étant précisé que les décisions unilatérales de l'associé unique doivent être consignées dans le registre des décisions. Oui, et à noter que dans un autre arrêt récent, la Cour de cassation a fait preuve d'une grande souplesse. En effet, elle a précisé que la décision collective des associés déterminant la rémunération d'un gérant de SARL pouvait résulter d'une simple signature par tous les associés d'un rapport mentionnant l'existence de la rémunération et consacrant la validité de l'approbation de cette rémunération par les associés après son versement au gérant. Vous le constatez, cette solution a pour avantage de laisser au gérant une grande marge de manœuvre en le laissant seul décider de s'octroyer une rémunération ainsi que son montant, dès lors que les associés acceptent par la suite de la ratifier. Limitation des pouvoirs du gérant. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant de SARL sont inopposables aux tiers. Ce principe joue également à l'égard des co-contractants d'une société dont la SARL est associée. Fonction de direction confiée à un prestataire de service. Est illicite le contrat de prestation conclu entre une société et son dirigeant s'il fait double emploi avec les fonctions du dirigeant. Tel est le cas lorsque l'intéressé assure, au titre de ses fonctions de direction, les mêmes prestations que celles prévues par la Convention. Par exemple, conseil en matière de management, de stratégie de développement et de croissance externe, de comptabilité et de gestion. Par contre, est licite le contrat qui n'est pas conclu avec la société que l'intéressé dirigeait, mais avec son actionnaire de référence. Celui-ci peut donc être condamné à payer les sommes réclamées par l'entreprise en exécution de ce contrat.
cession de parts ou d'actions. N'a pas été jugé abusif le fait, pour un associé cédant sa participation, de rompre les pourparlers concernant la cession après avoir exprimé son accord de principe, mais sous réserve de recevoir un élément déterminant nécessaire au calcul d'un complément de prix. Ce qui n'avait pas été le cas, aucun accord sur tout n'étant par ailleurs intervenu. La responsabilité de la rupture des pourparlers ne pouvait pas être imputée à l'associé, dont il n'est pas démontré qu'il aurait été négligent, tardif ou brutal dans sa décision d'y mettre fin. Cession de droits sociaux malgré une clause de non-concurrence. Le cédant de droits sociaux n'a pas violé la clause lui interdisant de s'intéresser pour l'avenir à un commerce similaire à celui exploité par la société cédée s'il est resté associé d'une société concurrente à laquelle il a fait des avances en compte courant. Afin d'éviter toute contestation ultérieure, les parties ont tout intérêt à préciser si la clause de non-concurrence vise les participations déjà détenues par le cédant dans une société concurrente de celle dont il cède les titres. Il peut par exemple s'engager à les céder avant une date convenue. Nu propriétaire indivis de droits sociaux. Un nu propriétaire indivis de droits sociaux peut agir seul en désignation d'un administrateur provisoire de la société, car il a la qualité d'associé de celle-ci. Une illustration. Un nu propriétaire indivis n'a pas été informé de la tenue de l'assemblée et il n'a donc pas pu y participer. Il peut alors demander en justice la nomination d'un administrateur provisoire chargé de convoquer une nouvelle assemblée. Notez que le nu propriétaire indivis doit aussi pouvoir exercer seul d'autres droits ouverts aux associés par le droit des sociétés, comme par exemple intenter l'action sociale, demander la nullité des décisions collectives entachées d'abus de droit, ou encore dans les sociétés commerciales, demander une expertise de gestion. Vente du logement familial détenu par une société civile immobilière. Un rappel important, lorsqu'une société civile immobilière est propriétaire d'un logement qu'occupent les époux associés ou l'un d'eux, l'occupant ne peut s'opposer à la vente du bien que s'il a été autorisé à l'habiter en vertu d'un droit d'associé ou d'une décision collective prise à l'unanimité. Passif exigible d'une entreprise. L'état de cessation des paiements requis pour qu'une entreprise soit mise en redressement ou en liquidation judiciaire est caractérisé lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Constitue un passif exigible une condamnation en référé à payer une provision à un créancier dès lors qu'elle a été confirmée sur recours et que la créance correspondante ne fait pas l'objet d'une action au fond. Demande de revendication de marchandises. Le titulaire d'une clause de réserve de propriété, qui a vainement revendiqué les marchandises en nature auprès du liquidateur judiciaire, peut saisir directement le juge commissaire d'une demande en revendication portant sur leur prix de revente. Liquidation judiciaire et confusion de patrimoine. Caractérise une confusion de patrimoine entre une société et son gérant le fait pour celui-ci d'avoir fait supporter à la société des dépenses personnelles somptuaires, d'avoir laissé croître son compte courant débiteur et de s'être octroyé une indemnité non autorisée pendant que la société était en état de cessation des paiements. Le comportement du gérant, non justifié par l'intérêt social ni par des engagements réciproques, traduisait bien une volonté systématique de sa part de créer une confusion entre le patrimoine de sa société et le sien propre, d'où l'extension de procédures collectives à son encontre.
Vente ou contrat d'entreprise. Le contrat de vente est la convention par laquelle une personne s'oblige à livrer une chose à une autre qui s'engage à la payer. Selon une jurisprudence établie, constitue un contrat d'entreprise la fabrication de produits qui ne répondent pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par le fabricant, mais qui sont destinés à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre. Il en résulte que la production standardisée et la fabrication en série sont incompatibles avec la qualification de contrat d'entreprise. Par exemple, le contrat portant sur la fabrication et la fourniture d'un rotor de turbine s'analyse comme une vente si son exécution ne nécessite pas un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par l'auteur de la commande. La garantie des vices cachés doit alors s'appliquer comme dans toute vente, ce qui n'aurait pas été le cas pour un contrat d'entreprise. Retrait d'argent liquide chez un commerçant. La pratique du cashback consiste pour les commerçants à remettre de l'argent liquide aux clients payant par carte bancaire pour un montant supérieur au bien ou à la prestation achetée. Pris en application de la loi qui a réglementé le cashback, un décret a fixé à 1 euro le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces peuvent être fournies, et à 60 euros le montant maximal en numéraire pouvant être remis par le commerçant. Résiliation d'un bail. Le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend. Cela étant, s'il peut constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation du bail. Immatriculation au RCS. L'immatriculation au registre du commerce est obligatoire pour le loueur en meublé, mais seulement s'il fournit, outre un logement, des prestations de services à ses locataires, repas, nettoyage des locaux, linge mis à disposition ou de vêtements, etc. En conséquence, l'inscription au registre du commerce et des sociétés doit être refusée, précise le comité de coordination du RCS, lorsque le demandeur déclare exercer l'activité de loueur en meublé ou de loueur professionnel en meublé sans autre précision. Elle doit être acceptée si l'activité déclarée mentionne la fourniture de prestations de services. Notez que les personnes physiques déjà inscrites au RCS au titre de cette activité sans autre précision peuvent demander leur radiation. Quid de la rémunération de l'avocat en l'absence de convention signée? L'absence de signature préalable d'une convention ne prive pas l'avocat de ses honoraires. Pour la Cour de cassation, les honoraires sont dus dès lors qu'il y a eu des diligences, c'est-à-dire des actes effectués par l'avocat dans l'intérêt de son client, par exemple étude de dossier, courrier, entretien téléphonique, déplacement, etc. Les honoraires sont alors fixés, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés, de la notoriété de l'avocat et des diligences de celui-ci. Abordons maintenant l'actualité sociale du mois. Cotisation sur les heures supplémentaires. La loi de financement de la sécurité sociale pour le 2019 a rétabli un dispositif de réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1er septembre 2019. L'entrée en vigueur du dispositif a été anticipée au 1er janvier 2019 par la loi Gilets jaunes du 24 décembre 2018.
Cette loi prévoit également l'exonération d'impôt sur le revenu de ces heures dans une limite de 5 000 € par salarié et par an. Un décret récent a précisé les modalités de mise en œuvre de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires, en fixant notamment le taux de réduction, et celui-ci est plafonné à 11,31%. Notez qu'en cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiette ou de montant forfaitaire de cotisation, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié. On rappelle que la réduction de cotisation salariale n'est pas applicable lorsque les salaires ou éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires ou complémentaires se substituent à d'autres éléments de rémunération, à moins qu'un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération. Dans ce cadre, l'employeur doit tenir à la disposition des agents de contrôle des URSSAF les documents relatifs au temps de travail. Apprentissage. La loi sur l'avenir professionnel a relevé à 29 ans révolus la limite d'âge maximale d'entrée en apprentissage. Un décret récent a fixé un niveau de rémunération de 100% du SMIC à la nouvelle tranche d'âge, c'est-à-dire 26 ans et plus. Notez aussi qu'ont été relevés de 2 points les niveaux de rémunération concernant les apprentis âgés de moins de 21 ans. De plus, le régime social applicable aux rémunérations versées aux apprentis a été modifié. Les employeurs bénéficient désormais de la réduction générale renforcée. Quant aux cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle, elles sont assises sur la rémunération réelle, et non plus sur une assiette forfaitaire, et ne sont pas dues sur la partie de la rémunération inférieure à 79% du SMIC en vigueur au titre du mois considéré. Si la rémunération de l'apprenti est supérieure à ce seuil, la fraction excédentaire de rémunération est soumise à cotisation salariale. Arrêt maladie. Le salaire étant versé en contrepartie d'un travail effectif, l'employeur n'est en principe pas tenu de rémunérer le salarié qui ne vient pas travailler. Si le salarié se tient à sa disposition, mais que l'employeur ne remplit pas son obligation de lui fournir du travail, le salaire doit être versé. Ce principe s'applique également lorsque le salarié ne reprend pas le travail à l'issue d'un arrêt maladie nécessitant l'organisation d'une visite médicale de reprise. L'employeur dispose de 8 jours à compter de la reprise du travail pour organiser cette visite. Tant qu'elle n'a pas eu lieu, le contrat de travail reste suspendu. Pour la Cour de cassation, si le salarié reprend le travail ou informe l'employeur qu'il se tient à sa disposition pour qu'il soit procédé à la visite médicale, il doit être payé. Si en revanche il ne se manifeste pas, son contrat de travail reste suspendu et son salaire n'a pas à être versé. Activité pendant un arrêt maladie. L'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par le salarié doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Par exemple, la création et la gestion d'une société concurrente pendant la période de suspension du contrat de travail. Durée du travail. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier.
Lutte contre le harcèlement sexuel en entreprise. Un salarié référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel doit être désigné depuis le 1er janvier 2019 dans les entreprises d'au moins 250 salariés. En pratique, le référent pourra être le responsable des ressources humaines, un membre de ce service ou un salarié chargé de la prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise. Les missions du nouveau référent entrent en effet dans le champ de compétences habituel de ses salariés. Un référent doit aussi être désigné au sein du comité social et économique lorsqu'il est mis en place, y compris ceux des entreprises entre 11 et 50 salariés. Notez que le nom de ces référents doit être affiché dans l'entreprise, de même que la liste des autorités et services compétents, médecins du travail ou du service de santé au travail, inspection du travail et défenseurs des droits. Résiliation judiciaire du contrat de travail. Le salarié doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire au tort de l'employeur si l'arriéré dû au titre des heures supplémentaires a été réglé par ce dernier en cours de procédure, le comportement autoritaire qui était reproché à l'employeur n'excédant pas en fait le cadre de son pouvoir de direction. De tels manquements ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Propos racistes. Les propos humiliants et répétés à connotation raciste tenus par un salarié à l'encontre d'un autre sont constitutifs d'une faute grave, rendant impossible le maintien dans l'entreprise. Faute lourde. Il y a relativement peu de jurisprudence concernant la faute lourde et l'année 2018 n'a pas failli à cette tradition puisque nous n'avons relevé que 4 décisions significatives de la Cour de cassation. Vous le savez, la faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Comme la faute grave, elle est sanctionnée par un licenciement immédiat et entraîne pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. En revanche, l'indemnité compensatrice de congés payés reste due. En outre, elle permet à l'employeur de réclamer le cas échéant au salarié réparation du préjudice qu'il a subi. L'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise doit être clairement établie. Elle ne saurait donc être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice qui en est résulté pour l'employeur, ni du seul fait que le salarié a été reconnu coupable d'un délit intentionnel et notamment du délit de vol devant la juridiction répressive. Voici les 4 décisions de 2018. A commis une faute lourde selon la Cour de cassation. Le salarié ayant sciemment organisé une conférence de presse destinée à ternir l'image de son employeur, au cours de laquelle il porte des accusations infondées de harcèlement moral et de faits de discrimination dénaturés et volontairement sortis de leur contexte. Le salarié agressant violemment son employeur au cours d'un entretien disciplinaire. Le salarié menaçant de mort son employeur au cours d'une confrontation organisée dans les locaux de la gendarmerie dans le cadre d'une procédure pénale. Le salarié, directeur commercial, qui annule une commande passée à son employeur par la filiale dont il préside le conseil d'administration en réponse à une décision qu'il estimait injustifiée de la part de ce dernier. Validité d'une rupture conventionnelle. Pour la Cour de cassation, le fait de conclure une rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral du salarié n'entraîne pas en lui-même la nullité de la rupture. En effet, seuls le vice du consentement et la fraude peuvent remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle. Ainsi, la haute juridiction a censuré une cour d'appel qui avait cru pouvoir annuler une convention de rupture au seul motif que le harcèlement était constitué. Or, cet élément n'était pas suffisant.
Le salarié aurait dû prouver un vice du consentement. Refus d'un congé pour événement familial. Le Conseil de prud'homme statuant en la forme des référés est compétent pour trancher tout différend relatif à la prise d'un congé pour événement familial. Contrôle URSSAF, observation pour l'avenir. Même si elles n'ont pas un effet immédiat, les prescriptions pour l'avenir édictées à la fin du contrôle URSSAF dans la lettre d'observation peuvent être contestées devant la juridiction du contentieux général, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2019, devant le tribunal de grande instance. Contrôle et accord tacite de l'URSSAF. Une décision implicite résultant de l'absence d'observation formulée à propos d'une situation au cours d'un contrôle URSSAF ne peut faire échec à un redressement résultant d'un contrôle ultérieur que si la situation du cotisant est identique. Du coup, il ne peut y avoir une décision implicite de l'URSSAF pouvant faire obstacle au redressement que si les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangés. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en avril prochain. À bientôt!